aujourd'hui à Aix-en-Provence. Alors, pour le dérouler, comment ça va se passer notre soirée? Donc, l'intervention de Adam va durer une trentaine de minutes. Après, c'est vous qui aurez la parole, et comme vous êtes sur deux niveaux et qu'il n'y a qu'un seul micro, on va un peu s'organiser. On prendra d'abord 3 questions au rez-de-chaussée et 3 questions là-haut. Et à l'issue des 3 questions, la parole reviendra à la tribune. Voilà. On s'est engagé également aussi auprès du personnel des services techniques d'être tous dehors à 20h devant le parvis, donc d'avoir libéré la salle, ce qui fait que la conférence, notre rencontre se terminera aux alentours de 19h40, 50, pardon, 19h50. Voilà, un mot de présentation sur Adam. Donc il est chercheur au CNRS. Il est rattaché aux séries de Sciences Po, le CERI étant le centre de recherche internationale. Il mène des recherches sur la formation d'institutions juridiques par les mouvements armés et les opérateurs internationaux dans des contextes de conflits armés, avec une attention particulière sur l'Afghanistan et la Syrie. Le titre de sa conférence de ce soir est « La guerre par le droit ». Les tribunaux talibans en Afghanistan. Je lui passe tout de suite la parole. À toi. Merci Denis, merci pour cette invitation. Peut-être que la meilleure manière de commencer, pour ceux d'entre vous qui ont lu le numéro du Monde Diplo de ce mois-ci, c'est de dire que l'article qu'on a signé avec Gilles Doron-Soro est un article qu'en fait on a écrit en juin, et dont on n'a pas changé une virgule. C'est un article donc qui a été écrit avant la chute de Kaboul et qui permet de dire quelque chose de très simple, c'est-à-dire que contrairement aux effarements réguliers qui ont été vus dans la sphère médiatique ces dernières semaines, la chute de Kaboul était en fait parfaitement prévisible. Gilles Doron-Soro a donné comme sous-titre à son ouvrage paru en février, dont le titre est « Le gouvernement transnational de l'Afghanistan ». Le sous-titre est « Une si prévisible défaite ». Vous voyez, il n'était pas très difficile les chercheurs d'anticiper, de prévoir la chute de Kaboul. Si la date elle-même est apparue particulièrement rapide, on s'attendait plutôt à septembre-octobre, c'est uniquement dans la vitesse avec laquelle s'est déroulée la chute de Kaboul qu'il y a eu un étonnement, et non pas dans le fait que le régime s'est effondré et que les talibans ont pris le pouvoir. Dire ça, c'est dire que si on veut comprendre ce qui s'est passé ces derniers temps, il ne faut pas se tourner vers les dernières années. On ne comprendra rien à ce qui s'est passé dans les dernières semaines, dans les derniers mois, si on s'intéresse à la dernière décennie, qui fondamentalement a été l'engrenage d'une tragédie dont le texte a été écrit la décennie d'avant. Et donc si on veut comprendre ce qui s'est passé dans ces derniers mois, il faut non pas se tourner vers les années 2010, mais vers les années 2000, vers le début de l'intervention américaine en Afghanistan à la suite des attentats du 11 septembre. Il y a quelque chose ici de particulièrement ironique, et je suis sûr que vous l'avez tous noté aussi, dans le fait que 2 décennies après les attentats du 11 septembre, la guerre iconique de ces 2 décennies se termine par une défaite américaine particulièrement patente, et par le retour au pouvoir des talibans qui justement ont été le premier acte de la puissance américaine meurtrie par les attaques du 11 septembre. Moi, je vais vous présenter quelque chose qui est ici un travail de recherche au long cours. L'analyse qu'on a fait avec Gilles Doron-Soro dans cet article, elle se nourrit en fait de 2 recherches qu'on a menées à la fois ensemble et chacun de notre côté, mais on a beaucoup travaillé tous les deux, on a l'habitude de travailler tous les deux. Et lui, quelque part, était d'abord centré sur l'intervention américaine et moi beaucoup plus sur les talibans. Et le travail que je vais vous présenter va notamment insister sur les tribunaux talibans et le rôle de la justice dans cette guerre, parce que et c'est quelque chose de très important à comprendre, le droit, la justice ont joué un rôle essentiel, la demande de droit et de justice ont été au cœur des causes de l'échec de l'intervention occidentale et à l'inverse de la victoire talibane. Il est impossible de comprendre le succès des talibans si on ne replace pas, et le succès de leurs tribunaux, parce que si les talibans ont gagné, c'est parce qu'à un moment ils ont incarné
l'État, le droit. Hein, quand vous parliez à des gens dans des zones rurales en Afghanistan, on vous faisait comprendre que ceux qui représentent une forme d'autorité stable, ce sont les talibans. Moi, j'ai commencé à faire ce travail de recherche à la suite de 2 entretiens. Je ne suis pas du tout juriste, je suis politiste. Le droit n'était pas du tout dans mes centres d'intérêt quand j'étais étudiant. Et quand j'arrive en Afghanistan, je veux comprendre qu'est-ce qui explique la progression déjà évidente à la fin des années 2000 des talibans. Je viens avec toutes mes idées de jeunes Français sur cette idée que les talibans sont un mouvement archaïque, fondamentaliste, extrémiste, radical. Enfin, vous prenez tous les adjectifs qu'on répète régulièrement. Mais néanmoins était en train de visiblement progresser par rapport à une intervention occidentale qui avait une supériorité militaire et technologique évidente. Donc il y avait bien ici une énigme que je voulais comprendre à titre personnel et en tant que chercheur. Et les gens qui m'ont pointé vers le droit sont en fait des gens qui se retrouvaient à faire appel aux tribunaux talibans. Le premier, qui a été probablement la personne la plus importante de cette recherche en me faisant comprendre la situation, était un opposant historique au mouvement taliban, quelqu'un qui a passé 15 ans à se battre contre les talibans, quelqu'un qui faisait partie des réseaux royalistes avant, qui, lors d'un entretien, on discute de plein de choses, et à un moment me dit qu'il a eu un vol de bétail dans son village à l'est de l'Afghanistan, et qui va faire appel aux tribunaux talibans. Alors, évidemment, moi je m'étonne de l'écart entre quelqu'un qui vient de m'expliquer son opposition au mouvement taliban et de l'autre qui va faire appel au juge. Il m'explique que le juge du régime est profondément corrompu, que faire appel aux Américains c'est catastrophique et que les chefs de guerre du coin, si on fait appel à eux, je fais dépouiller. Donc, pour lui, le seul choix est les tribunaux talibans. Il me l'explique vraiment avec ce genre de langage, avec cette simplicité de... C'est une chose que j'entends, je n'ai pas tout de suite pris l'ampleur de la chose. Il a fallu que 6 mois plus tard, je parle avec quelqu'un d'autre, la personne avec qui j'ouvre le livre, une notabilité rurale d'une province du sud du pays qui est très importante parce que c'est de là que viennent les talibans, Kandahar, dans lequel ce notable était réfugié dans la ville elle-même. Hein, il venait d'un village rural où les talibans avaient fait ce qu'ils ont fait à chaque fois qu'ils se sont implantés quelque part en Afghanistan, c'est-à-dire qu'ils éliminaient ou ils menaçaient de mort les fonctionnaires du régime ou les relais de l'État. Lui, en l'occurrence, c'était typiquement un relais de l'État puisqu'il était lié de très loin à la famille Karzai et donc il était proche notamment du gouverneur de la province, Ahmed Wali Karzai, le cousin de Karzai. Et il se retrouve donc là et on passe 2 heures d'entretien où il m'explique, jouant sur un jeu de mots, que les talibans ne sont pas des talibans, c'est-à-dire que le mouvement taliban ne sont pas de vrais étudiants en religion, ils ne connaissent pas l'islam, ce ne sont pas de bons musulmans, ce sont des ignares. J'ai 2 heures d'entretien assez cohérent de quelqu'un qui a une position anti-talibane et qui m'explique à quel point les talibans sont des monstres. On se lève, l'entretien est fini, puis on continue à discuter, puis je pose cette question qui, depuis le premier entretien dont je vous parlais, était devenue un peu récurrente pour moi. « Ah, vous n'avez jamais eu affaire aux juges talibans ?» Et lui me répond « Ah oui, bien sûr, les juges talibans sont très bien. » Là, vraiment, je m'étonne, on se rassoit, je lui demande de m'expliquer son cas. Il m'explique longuement comment son voisin, dans le village dont il est parti, qu'il a fui, a essayé de profiter de la menace de son départ, de sa fuite, pour essayer de récupérer sa parcelle, et donc aller voir les talibans pour essayer de tirer parti de la situation. Il s'est donc retrouvé convoqué devant un tribunal taliban auquel, premièrement, il se rend sans hésiter, ce qui déjà est quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire qu'un opposant au mouvement taliban n'a pas peur de se rendre devant un tribunal taliban. On voit bien déjà ici, quelque part, une forme de reconnaissance de la dimension juridique et de la dimension d'autorité qu'a le tribunal en question. Il se rend devant le tribunal et après avoir montré documents et témoins de chaque partie, le juge délibère en sa faveur et il m'explique, il me dit... Il termine par cette chose très importante, il me dit les juges talibans sont mieux que les juges du gouvernement. Ces 2 entretiens sont ceux qui m'ont amené sur la piste de ces tribunaux talibans que j'ai étudiés entre 2010 et 2016. Je me suis rendu 2 à 3 mois par an en Afghanistan pendant ces 6 années à faire des entretiens avec des usagers des tribunaux talibans, des juges talibans, des militants de base, des combattants ou des commandants talibans, mais aussi des gens qui quelque part étaient différents acteurs du conflit qui ont représenté les différents publics pris dans cette guerre, parce qu'il y a les gens qui ont des choses à dire sur ces tribunaux, ce ne sont pas seulement les gens qui font appel, c'est aussi tous les gens qui sont témoins, observent ou finissent par avoir une opinion de ces tribunaux-là. Et ce qui est intéressant, et c'est là-dessus que je finirai, mais je veux vous le placer comme un point de départ,
parce que quelque part, la question que moi je me suis posée au fur et à mesure de ma recherche, hein, c'est comment un juge taliban qui est à la fois qui revendique d'être à la fois juge, mais qui en même temps est un militant, est un militant d'un des belligérants, finit par être reconnu par la population comme un juge, finit par obtenir la reconnaissance de sa parole, non pas comme le discours d'une faction dans la guerre, mais bien le discours d'un juge, que ses paroles ont valeur de verdict. Eh bien, l'une des choses essentielles que dit cette deuxième personne, c'est quand il dit « les juges talibans sont mieux que les juges du gouvernement ». Ce qu'il dit fondamentalement, c'est que si on veut comprendre les tribunaux talibans, comme n'importe quel système juridique dans un contexte de guerre civile, hein, c'était quelque chose qui était déjà patent dans le contexte syrien sur lequel on a travaillé avec Gilles de Ronsoro et Arthur Kenney, c'est qu'une justice dans un contexte de guerre, c'est toujours une justice qu'on juge relativement aux autres justices. Hein. Une guerre civile, c'est un affrontement entre des groupes armés, mais c'est aussi en deçà de cet affrontement entre des groupes armés, une concurrence entre différentes revendications à exercer le droit, différentes revendications à trancher les conflits, parce que aussi une guerre civile, c'est pas un moment où les gens arrêtent d'avoir des préoccupations personnelles pour se lancer dans la lutte politique, c'est un moment où ils continuent d'avoir des problèmes de propriété, un problème d'héritage, une inquiétude sur la garde des enfants, une volonté de divorcer ou de se marier, toutes les multiples disputes de la vie humaine qui prennent par contre une valeur politique dès lors que, un, les acteurs armés les instrumentalisent, et deux, surtout, dès lors que, comme dans toute guerre civile, la fortune des armes se traduit par des successions d'acteurs. Hein. Pensez que sur 43 ans de guerre civile en Afghanistan, puisque c'est à peu près le décompte auquel cette guerre se terminera, en 43 ans de guerre civile, vous prenez n'importe quel village afghan, il a connu une dizaine d'autorités successives à peu près en moyenne. Ça veut dire une dizaine d'autorités qui, à un moment ou à un autre, ont d'une manière ou d'une autre donné un avis, voire fait des jugements en bonne et due forme sur des conflits. Ça veut dire que tout le monde a une multitude de papiers. L'image très fausse, l'intuition qu'on a des guerres civiles comme des contextes de désordre, de chaos, d'absence de droit, est profondément fausse. Si on veut comprendre ces contextes-là, et l'Afghanistan était un cas typique, c'est des contextes de multiplication des droits, où il y a beaucoup de gens qui font du droit. Et justement, l'un des enjeux de ces conflits armés, c'est de déterminer qui a la légitimité, qui va parvenir à imposer sa vision, sa manière de faire du droit, et la vision sociale évidemment sous-jacente de ce droit. Comprendre les tribunaux talibans, ça exige donc de faire un détour indispensable pour commencer, par ce qui s'est passé du côté de l'intervention et du côté du régime. L'intervention américaine en 2001, elle va produire de manière assez brutale un régime, je vais un peu vite pour le temps et je serai ravi de le développer dans les questions, elle a produit un régime profondément corrompu et elle a eu pour effet de multiplier les conflits privés. Elle fait ça pourquoi? Elle fait ça parce qu'elle a été construite sur une série de cadres idéals, toute une anthropologie réinventée de l'Afghanistan, où il y avait cette image qui continue d'être là, hein, on l'entend encore aujourd'hui, d'un pays qui n'aurait jamais connu l'État, d'un pays qui est caractérisé par un fonctionnement tribal, par un fonctionnement ethniciste. Hein. En Afghanistan, les gens sont nécessairement pashtuns ou tadjiks, ce qui est l'inverse de ce que montre l'anthropologie. Il y a une grande tradition anthropologique sur l'Afghanistan, hein, c'est un des endroits de constitution de l'ethnologie et de l'anthropologie à l'échelle mondiale, et au contraire, hein, tout le travail des grands ethnologues, comme par exemple Pierre Saint-Livre, c'était de montrer que justement l'ethnicité est extrêmement relative et elle est extrêmement fluide, elle est extrêmement variable. Mais il y a malheureusement, il y avait cette vision sous-jacente et très forte dans l'intervention américaine tout du long, qu'en Afghanistan, les choses se règlent localement, les choses se règlent à l'échelle des villages, et que les Afghans sont fondamentalement des gens rétifs à l'État. C'est tous ces très jolis noms du royaume insolent, hein, l'un des grands surnoms de l'Afghanistan, ou encore le cimetière des empires, hein, l'idée qu'on est dans un pays où vraiment il y a une résistance à toute autorité. Hein. C'est un fait historique absolument faux. Hein. L'Afghanistan est un protectorat britannique de facto à la fin du XIXe siècle. C'est un pays qui a été un pays rentier et très dépendant de l'international à peu près depuis le début du XXe siècle, avec une tradition de centralisation étatique, d'ailleurs inspirée du système français, puisque la Constitution puis le système judiciaire va beaucoup s'inspirer du système français. La Cour suprême des talibans s'appelle toujours d'ailleurs la Cour de cassation.
L'intervention américaine va se faire avec cette vision fausse de l'Afghanistan, ou cette vision qu'on est dans un pays de tribus, où il faut une main de fer, et elle va se faire à partir déjà du choix d'une personne qui va être catastrophique, qui est Hamid Karzai. Alors pourquoi Hamid Karzai? Pourquoi un illustre inconnu que personne ne connaissait en Afghanistan, qui n'a aucune légitimité, qui vient d'une petite famille du sud du pays, qui par ailleurs, si on veut, qui appartient pas du tout au courant moderniste afghan, qui a été soit autour du régime communiste, soit dans les milieux occidentalisés classiques. Hamid Karzai est quelqu'un qui en 98 demande aux talibans d'intégrer le ministère des Affaires étrangères. C'est quelqu'un qui a eu espoir à un moment d'être un haut fonctionnaire dans le régime taliban. On n'est donc pas du tout face à une figure historique d'opposition aux talibans, eh bien parce qu'Hamid Karzai est quelqu'un que la famille Bush connaît, et surtout la personne qui va être le représentant spécial de Bush en Afghanistan, un homme qui joue un rôle essentiel dans ce conflit, Zalmay Khalilzad, qui a été le représentant spécial des États-Unis de 2002 à 2005, puis l'ambassadeur des États-Unis de 2005 à 2007, et puis plus récemment il était le négociateur de Donald Trump avec les talibans dans les dernières années. C'est quelqu'un qui tout au long de cette crise a eu un rôle essentiel. Mais Zalmay Khalilzad avait fait dans les années 90, dans un think tank néoconservateur, Project for a New American Century, un rapport expliquant qu'il fallait envahir l'Afghanistan et mettre fin au régime taliban. Et son assistant, c'était Hamid Karzai. Enfin, un de ses assistants, c'était Hamid Karzai. Et donc Hamid Karzai est fondamentalement simplement quelqu'un qui est familier des réseaux néoconservateurs américains. Et ça va être un élément, c'est quelqu'un aussi qui va être dit comme inévitable parce qu'il serait Pashtun et du Sud, cette vision d'un Afghanistan qui aurait besoin de quelqu'un de Kandahar pour être gouverné, avec toujours cette vision qu'il y aurait une famille royale élargie qui serait plus légitime que tout autre. Karzai va être mis au pouvoir, mais il va non seulement être mis au pouvoir, mais il va être mis au pouvoir avec une constitution qui va être bidouillée, littéralement, puisque le processus constitutionnel va être interrompu pour donner la constitution à l'équipe autour de Karzai pour la réécrire, avec un article qui donne à Karzai la possibilité de faire les lois sans le Parlement. De 2001 à 2009, le Parlement ne votera qu'une seule loi, en 2007, qui est une loi d'amnistie pour les chefs de guerre qui sont eux-mêmes parlementaires. Entre 2001 et 2009, l'ensemble des lois qui sont votées en Afghanistan passent par Hamid Karzai, c'est lui qui les signe, profitant justement de la réécriture qui lui a permis d'avoir une faille, de créer une faille dans la Constitution, parce que la faille a été créée. Avec la production vraiment d'une législation complètement ad hoc. On imite la loi anti-blanchiment américaine en dépit du fait qu'elle est contradictoire avec le code pénal afghan. Les Italiens reçoivent la gestion des questions judiciaires et donc ils réécrivent de zéro un code de procédure pénale inspiré du code italien. L'équipe autour du responsable du bureau des affaires juridiques, ce juge antimafia italien, le juge Di Gennaro va n'avoir aucun locuteur de persan, donc de 2001 à 2004, on ne regarde même pas la législation existante. Il y a un code pénal de 1975 en Afghanistan, un code de procédure pénale de 1977, et donc en plus les magistrats qui viennent de l'ancien régime communistes ou du régime d'avant, qui sont réintégrés pour justement reconstruire le système judiciaire, qui ont une familiarité avec des outils juridiques et judiciaires, vont se retrouver démunis avec un nouveau code de procédure pénale qui est écrit qui est inspiré du code italien, avec des mesures qui, par exemple, servent à éviter toute, j'ai le mot anglais, tempering, toute transformation, toute modification, toute altération, voilà, du procès judiciaire, et donc par exemple le temps le plus rapide entre la police, l'arrestation d'une personne et la présentation au juge, alors qu'en Afghanistan le grand problème c'est fondamentalement la chaîne logistique qui sous-tend la chaîne pénale, c'est-à-dire le fait d'amener la personne devant le juge, et que donc si vous limitez à 24 heures tout ça, vous êtes sûr de fonctionner en procédure. Et il y a toute une série de législations qui vont être mises, qui vont être complètement décalées, avec un fonctionnement qui se développe de faire ça de manière complètement normale. En 2007, un responsable de l'ambassade d'Angleterre envoie à tous ses collègues dans les ambassades occidentales une question, avez-vous des lois à faire passer en vitesse parce que le Parlement se réunit d'ici une semaine et que la faille en question, c'est le fait que quand le Parlement n'est pas réuni, Karzai peut signer des lois, et donc il faut à tout prix que vous nous donniez toutes vos envies de loi avant la fin de la semaine pour qu'on puisse toutes les mettre en place. C'est vous dire le niveau aussi d'amateurisme de ce qui s'est passé. Le système judiciaire lui-même va être l'un des pires, le pire miroir de ce régime. Il va être d'abord négligé puisque les Italiens vont se concentrer sur ce code de procédure pénale et pas du tout s'occuper des tribunaux. Puis d'un seul coup, les Américains, quand ils comprennent que les tribunaux talibans sont essentiels dans la victoire talibane, vont se mettre à l'inverse à investir des sommes
gigantesques. Hein. On se retrouve avec des investissements d'1 milliard par an dans le système judiciaire, avec tous les mécanismes assez classiques qui ne sont pas du tout propres à l'Afghanistan, de sous-traitance. Hein, on parle beaucoup de la corruption des élites afghanes. On oublie de dire que le gros du processus de développement s'est fait avec des logiques de sous-traitance en cascade qui faisaient que des entreprises qui fondamentalement ne faisaient pas du judiciaire récupéraient chacune 20%, puis 20%, puis 20%, puis quand vous sous-traitez 7 ou 8 fois, évidemment, la somme a largement diminué. 75% à 80% des fonds qui ont été dépensés en Afghanistan n'ont jamais touché l'Afghanistan. Donc la corruption des élites afghanes, elle touche sur 20% de l'argent. Elle est très importante, elle a joué un rôle important d'ailleurs dans la défaite du régime, mais elle ne touche que 20% des sommes dépensées en Afghanistan. C'est important à rappeler. Le système judiciaire qui va découler de ça va être un système très profondément corrompu. Hein. Les procès fonctionnaient comme des enchères. Grosso modo, il faut payer l'huissier il faut payer tout le monde, il faut payer pour que la plainte soit prise, il faut payer l'huissier, il faut payer le juge, mais c'est une enchère entre deux parties, ce qui fait d'ailleurs que les juges font exprès durer les affaires pour faire augmenter les enchères. Puis après, il faut payer la police pour que ça se fasse. Puis en plus, il faut réussir à payer à tous les niveaux. Il faut payer, comme le système est corrompu, tout le monde espère pouvoir obtenir un retournement de la décision, et donc ce qui se passait à Kaboul, c'est fondamentalement 80% des décisions de première instance passaient en appel et 70% des décisions de première instance finissaient à la Cour suprême, où les prix étaient évidemment démesurés sur les décisions. Ça va s'accompagner d'un système de prébende puisque, et c'est l'autre partie de cette intervention, c'est une intervention qui est bicéphale, hein, d'un côté une construction de l'État et de l'autre une intervention antiterroriste qui va passer par la sous-traitance de la collecte de renseignements et d'une grande partie des opérations à des chefs de guerre qui sont les anciens de l'Alliance du Nord, hein, les anciens de l'Alliance du Nord qui ont été à l'origine de l'arrivée des talibans, puisque les talibans sont un mouvement qui s'est construit en réaction au conflit intestin entre ces anciens commandants, entre ces anciens moudjahidines des années 90, qui dans leur lutte intestine, avaient fini par produire un tel ras-le-bol que vous aviez en fait un peu partout dans le pays des groupes composés généralement de mollahs ou d'oulémas, donc du clergé sunnite, qui émergeaient un peu partout. Et les talibans ont été ceux qui ont réussi à avoir une ampleur nationale. Et les talibans découlaient directement du ras-le-bol de la population vis-à-vis de ces commandants-là. Eh bien, ces commandants vont être mis au cœur du régime, hein, avec 3 modalités d'enrichissement principales: le détournement de l'aide, le trafic de drogue, parce qu'on parle toujours du problème du fait que les talibans se financeraient par la drogue. On a oublié de dire que le gros des profits de la drogue était du côté du régime. Le gouverneur de Kandahar, Gholar Ashirzai, le premier gouverneur de Kandahar, qui est mis en place sous la pression des forces spéciales américaines parce qu'il collecte du renseignement pour eux, qui va se venger et éliminer tous ces réseaux de concurrents, hein, dont par exemple le chef de la police en place, ce qui est quand même, il faut y aller pour éliminer un chef de la police en théorie, qui est aussi l'un des plus grands trafiquants du pays puisqu'il détient des laboratoires de drogue, va être mis à la tête il est ensuite déplacé à l'Est, hein, c'est la seule chose que réussissent à obtenir les Occidentaux quand ils veulent se débarrasser de lui, parce qu'une fois qu'il est devenu trop gros, il est devenu un problème. Eh bien, il va être mis à la tête des luttes d'éradication de drogue dans l'Est du pays en 2009 et en 2012. Donc évidemment, quand vous mettez le propriétaire de laboratoire de drogue en charge d'une campagne d'éradication, ce que vous faites, c'est que vous rationalisez le marché. Hein, parce que lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a éliminé ses concurrents. Ce qui explique les très grandes augmentations. C'est pas un mystère que les campagnes d'éradication très importantes qui sont faites par les Occidentaux se traduisent par des augmentations de la production. Hein. C'est parfaitement logique d'un point de vue économique. Si vous les sous-traitez à des gens qui tiennent une partie du marché, vous rationalisez le marché. Mais au-delà de ces exemples-là, le plus important, c'est que fondamentalement, la traque va se faire elle-même par des séries d'exécutions ciblées qui vont quelque part amener un mouvement taliban qui était véritablement défait. Hein. Mollah Omar demande une amnistie. Je suis allé trop lentement. Mollah Omar qui demande une amnistie en 2002 en échange, qui propose une reddition en échange d'une amnistie en 2002, va se retrouver quelques années plus tard avec un afflux de volontaires qui sont les gens soit qui ont été menacés par ces chefs de guerre ou les forces spéciales américaines, soit les gens qui ont vu leurs frères, leurs pères, leurs fils, leurs cousins se faire tuer ou se faire capturer et envoyer à Bagram ou à Guantanamo dans ces années-là. Hein. Et donc entre 2001 et 2005, les talibans passent d'un contexte où ils sont un mouvement défait, un mouvement qui était impopulaire à la fin des années 90, au début des années 2000, à un mouvement qui retrouve progressivement une popularité. Et ils vont la retrouver en s'appuyant sur le judiciaire. Alors, je vais y aller un peu à grande vitesse. Mais ils vont le faire fondamentalement en palliant les déficiences des services publics dont je vous ai parlé. Ils vont le faire
pour deux raisons. La première, c'est déjà qui ils sont. Avant d'être un problème stratégique, c'est fondamentalement lié à ce que sont les talibans. Les talibans, l'image qu'on en a nous permet jamais de comprendre ce qu'ils font, parce que ce qu'on manque, c'est que les talibans sont un mouvement qui se construit autour des madrasas pakistanaises, et c'est un réseau de madrasas entre l'Afghanistan et le Pakistan qui appartient à un courant de l'islam sunnite qui s'appelle le déobandisme, qui est un courant très important en Asie du Sud, qui n'est pas du tout un courant salafiste, contrairement à ce qu'on n'arrête pas de dire en disant des sottises, mais qui est un courant hanafite, donc une jurisprudence assez classique en islam, qui s'est construit contre la colonisation britannique dans une volonté justement de mettre ensemble des logiques de littéralisme dans l'interprétation des sources, avec des formes de rationalisme, et notamment une insistance sur un fonctionnement en tant que groupe social, une implication du clergé dans la vie politique. Donc ces madrasas, ces écoles religieuses, ne sont pas des écoles uniquement primaires, hein, c'est des écoles qui forment des gens, qui forment des oulémas, donc des gens qui ont un diplôme en théologie et en droit islamique. C'est donc un mouvement qui se structure autour de gens qui se regardent comme des juges. Hein, c'est un mouvement de juges, les talibans, c'est un mouvement de juges islamiques. Hein, c'est un mouvement qui s'est complètement construit autour de ces madrasas et qui a donc à sa disposition un personnel formé, reconnu socialement, notamment dans les zones rurales afghanes, comme capable d'appliquer le droit islamique. Et donc c'est un mouvement qui se regarde aussi comme ayant pour rôle historique, ayant comme destinée, le fait de réguler les comportements sociaux, le fait d'arbitrer les conflits, le fait d'être l'État. Ils vont en même temps le faire dans une logique pragmatique et stratégique. Hein. Quand ils s'emparent des territoires, les gens viennent les voir avec des conflits. Ils refont le coup qu'ils ont fait dans les années 90, hein, parce que dans les années 90 déjà, ce qui a permis aux talibans d'avoir une vraie popularité entre 94 et 96, c'est qu'ils donnaient de la sécurité, ils mettaient en place des tribunaux, ils parvenaient à arbitrer ces conflits devenus inextricables sur les questions foncières, sur les questions matrimoniales, sur les questions commerciales. Ils le font comme ils ont ce côté groupe qui fonctionne comme une bureaucratie, comme une administration, ils vont le faire de manière administrative. Ils vont faire exactement ce que le régime n'a pas fait. Ils vont faire de l'institution. Ils vont faire de l'institution très classiquement. Ils mettent en place un système de tribunaux à 3 niveaux, des cours d'instance, des cours d'appel et une cour de cassation. Il faut imaginer ce que c'est pour une insurrection qui a des ressources quand même limitées. Alors les sources de renseignement qui valent ce qu'elles valent estimaient le budget taliban quelque part entre 10 millions et 50 millions de dollars, ce qui n'est rien. Hein. Je vous disais, la justice afghane c'était 1 milliard par an. Eh bien avec ce budget très limité, ils vont mettre en place plus de juges que le gouvernement. Vous avez des centaines de juges dans tout le pays. On n'a jamais réussi à avoir une statistique fiable sur la question, hein, mais on était quelque part entre 500 et 1000 juges. Vraiment un système d'ampleur, avec des juges, un système de rotation. Les juges restent 6 mois à 1 an, ils bougent du sud au nord, à l'est, à l'ouest. Il y a un système d'inspecteurs clandestins qui sont censés vérifier la réputation des juges dans les régions où ils exercent, une logique procédurale, hein, des règles assez strictes sur le fonctionnement de la plainte, de l'audience, de l'appel, et un usage abondant de l'écrit. On se trompe à voir dans les apparences rudimentaires de ce système, parce que vous le voyez sur la couverture, un juge taliban, un juge me le disait très bien, il disait un juge taliban, vous savez c'est très simple, c'est quelqu'un qui est assis avec son thé en train de refroidir et qui écoute des gens qui n'arrêtent pas de lui expliquer longuement les différents tenants et aboutissants du litige qui les divise. Derrière des apparences rudimentaires qui sont notamment liées au fait de vouloir éviter les frappes aériennes ou les raids des forces spéciales, et qui font donc que les talibans abandonneront l'idée d'avoir des tribunaux fixes et en fait essaieront autant que possible d'être invisibles, de se mêler à la population, de pas être détectables en tant que juges, parce que les juges deviennent très ciblés à partir de 2009, quand les Américains comprennent que c'est une arme centrale dans la progression talibane. Eh bien, à l'inverse, ça dissimulait une forte institutionnalisation qu'on voyait très bien dans les papiers. Hein, les décisions sont au contraire, ont tous les signes de l'administration, l'entête, le fait de revendiquer d'être toujours l'émirat islamique d'Afghanistan, le nom du régime taliban des années 90, le tampon, la signature avec vraiment un plaisir du tamponnage. Enfin, on voit vraiment les passions administratives typiques de la bureaucratie. Ça va permettre aux talibans de faire 3 choses. La première, c'est de trancher ces conflits fonciers. Ah oui, j'oubliais, une insistance sur la coercition, parce que ça c'est vachement important. Les talibans ont toujours insisté sur la coercition, ils la revendiquent. Les juges revendiquent le fait que la violence, que le système de justice taliban est violent.
il a, de leur point de vue, besoin de l'être. Et ils l'expliquent, ils disent on est dans une guerre civile, il est indispensable. Moi, j'ai entendu de pas mal de juges, c'était intéressant, ils avaient vraiment ce discours assez articulé sur le fait que la seule manière d'assurer que des conflits inextricables soient résolus, c'est que le juge taliban soit plus effrayant que l'autre partie, quoi. Et typiquement, dans un conflit autour d'une forêt dans l'est du pays, la partie perdante me disait je peux enfin sortir sur ma Kalachnikov. Et au contraire, la coercition était ici louée. Là où elle était très critiquée, et c'est très important, c'est dans les questions autour des gens qui étaient exécutés pour espionnage ou collaboration, où là, au contraire, de manière assez consensuelle parmi les gens à qui j'ai parlé, il y avait un reproche aux talibans d'être d'aller trop vite, de ne pas respecter les règles qu'eux-mêmes édictent, de prétendre avoir un fonctionnement régulier et de ne pas en avoir justement dès lors qu'ils accusent quelqu'un d'espionnage ou de collaboration. Mais cette focalisation sur l'institution, ça va permettre d'abord de trancher les conflits, de dépasser un recrutement ethnique, parce que les talibans n'ont jamais, au grand jamais, étaient de leur point de vue un mouvement Pashtun. Par contre, les talibans sont de manière très majoritaire composés de Pashtun, et la direction en particulier est beaucoup trop Pashtun pour un mouvement qui ne se veut pas Pashtun. Les juges, à l'inverse, vont être un des moments de démonstration, parce que les juges, eux, on va retrouver chez les juges, d'une part, un recrutement beaucoup plus équilibré, en particulier dans le nord du pays, beaucoup de Tadjiks, de Turkméniens, d'Ouzbeks, mais surtout les juges talibans ne vont pas, les jugements vont être suffisamment neutres et impartiaux pour être une démonstration que le gouvernement taliban dans les villages ne se traduit pas par le fait de favoriser les Pashtuns. Troisième élément essentiel, ça va permettre de diffuser la vision que les talibans ont, notamment dans les questions matrimoniales et les questions de genre, parce que en étant reconnu comme celui qui exerce le droit, on devient aussi reconnu comme celui qui régule les comportements sociaux, comme celui qui dit ce qui est faisable ou ce qui n'est pas faisable. L'une des grandes forces des talibans vont être que dans les années où ils s'imposent comme juges, ils s'imposent aussi dans le discours qu'ils ont sur la société. Et dans les jugements de mes interlocuteurs, ce qui était hyper intéressant, c'est que c'est que l'adhésion au mouvement taliban n'avait jamais de lien avec le jugement qu'ils exerçaient sur la justice talibane. Parce que ce qu'ils me disaient, fondamentalement, c'est que la justice talibane, elle est plus accessible, plus familière, plus intègre, plus impartiale, plus fiable que celle du gouvernement. Et c'est vraiment dans une comparaison à celle du gouvernement qui a été placée, parce qu'à l'inverse, ce qu'il me disait, c'est qu'elle était moins pérenne et moins officielle. Moi, j'ai fait le gros de mes entretiens entre 2010 et 2014. À l'époque, les gens étaient très inquiets que si les talibans perdaient, les décisions qui avaient un peu mis fin à des litiges qui avaient beaucoup de poids dans leur vie, pourraient se rouvrir. Si jamais les talibans finissaient par s'effondrer, si le gouvernement gagnait dans les campagnes, eh bien, les décisions que les talibans avaient prises ne s'exerceraient plus. Ça vous dit, et c'est là-dessus que je vais conclure, que c'est une chose de se légitimer en tant qu'insurrection, et les talibans ont très clairement gagné la guerre. Ils ont maintenant un problème, c'est qu'ils n'ont plus simplement à exercer la justice mieux que le gouvernement, ils n'ont plus simplement à exercer la justice et pouvoir se prévaloir des autres services publics, ils ont maintenant à être entièrement l'État. Et alors qu'ils étaient en position de force pour gagner le pouvoir, ils sont maintenant paradoxalement un régime qui est plein de fragilité et plein de difficultés dans son administration dès lors qu'ils n'ont plus la guerre comme légitimité. Merci. Merci beaucoup, Adam. Bien, avant de vous passer la parole, on va faire une chose. Donc Anaïs va vous distribuer et faire circuler des carnets. Si vous voulez rester en contact avec nous et avec les différentes rencontres qu'on organise, vous inscrivez votre nom, essayez de le faire de façon très lisible, pensez à la personne qui va devoir saisir les adresses. Et si on vous demande notre numéro de téléphone, c'est simplement parce qu'on relie mieux les chiffres que les lettres, et si on a vraiment un souci, on se permet de vous passer un coup de fil. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc maintenant on va prendre 3 interventions en bas. Donc Julien, si tu veux bien amener le micro, donc vous levez le doigt et Julien vous amène le micro à vous. Voilà. Donc 1, 2. Oui, moi je vais poser une question qui n'a qu'un rapport assez lointain finalement avec le sujet dont vous avez parlé, mais j'ai rarement l'occasion de poser cette question.
question à quelqu'un qui connaît mieux l'Afghanistan que ce qu'on entend à la radio. Donc voilà, moi je suis actuellement très en colère d'entendre sans arrêt à la radio faire référence à l'invasion de l'Afghanistan par l'Union soviétique en 1979. Bon, moi je ne suis pas particulièrement... disons, ce qui m'énerve, c'est que j'ai vécu cette période. Moi, à l'époque, j'avais 35 ans, quelque chose comme ça. Et le souvenir que j'en ai, moi, de ça, c'est qu'il y avait un gouvernement en Afghanistan qui voulait donner la terre à ceux qui la cultivaient, qui voulait faire des actions pour les femmes, que ça, c'était mal vu par un certain nombre de groupes qui se sont élevés donc contre le gouvernement, que le gouvernement a voulu appeler à l'aide, et il a appelé à l'aide, donc c'est un gouvernement communiste, il a appelé l'Union soviétique. Donc moi c'est ce dont je me souviens. Donc quand un gouvernement demande à un autre pays d'intervenir chez lui, à mon pays, c'est... Je vais commencer par la dernière parce que c'est la plus simple. Oui, l'ouvrage de Jean-Jean est important et d'ailleurs il est intéressant parce qu'il a posé chez les juristes en France un problème qui est le même que celui auquel je suis confronté. C'est-à-dire comment on étudie de manière distanciée un mouvement qui est perçu comme le mal radical. L'une des difficultés quand on travaille sur les tribunaux talibans, c'est qu'on travaille sur des tribunaux qui, par exemple, prononcent la lapidation comme peine à l'adultère, prononcent l'amputation de manière... Alors autant les lapidations sont assez rares pour des raisons que je peux développer si vous voulez, autant ce qui n'est pas rare, par exemple, c'est les amputations pour vol, qui sont elles, au contraire, assez fréquentes. Et elles sont très revendiquées par les juges. La lapidation est quelque chose qui pose plus de problème dans les entretiens avec les juges talibans. C'est une question qui est beaucoup plus délicate, mais au contraire, l'amputation est quelque chose dont que les juges talibans revendiquent avec assez de fierté, comme le fait ils vont pouvoir mettre la sécurité avec cette espèce de discours très sécuritaire justement sur il faut être sévère pour que les choses se passent bien. Donc l'ouvrage de Jean-Jean est effectivement un ouvrage important parce qu'il rappelle quelque chose de très simple. Ce n'est pas parce qu'on regarde mal, parce qu'on a un jugement moral négatif sur un acteur qu'il faut pour autant s'imaginer qu'il n'agit pas de manière rationnelle, qu'il ne produit pas du droit, qu'il n'a pas un système qui a une cohérence interne, un fonctionnement juridique. Je réponds très vite au paramètre héroïne, mais ça va me permettre de revenir sur l'intervention d'avant. Sur l'héroïne, la drogue a joué un rôle, comment dire, on se concentre beaucoup trop sur la drogue dans le conflit afghan. C'est vrai que l'Afghanistan est important sur les questions de drogue, puisqu'il représente 85 à 90% de la production mondiale de pavot. Donc il y a une évidence de l'intérêt de l'Afghanistan pour penser le pavot, et notamment l'héroïne. Mais à l'inverse, le pavot et l'héroïne ont joué un rôle assez minimal dans la guerre. Et le seul rôle qu'ils ont joué, c'est qu'ils ont été une des ressources essentielles de financement d'acteurs qui sont des acteurs politiques et qui ont une idéologie. Je veux dire, en particulier les talibans, il y a une cohérence idéologique chez les talibans sur les 25 dernières années qui est assez remarquable, qu'on a vu d'ailleurs dans la facilité des successions. Et donc ce que faisaient les talibans, c'est qu'ils, de leur point de vue, ils taxaient les cultivateurs jusqu'en 2012, 13, 14, le moment où ils ne tiennent pas les laboratoires d'héroïne, et c'était leur deuxième source de revenus, parce que la première source de revenus, c'était la taxe à nouveau, qu'ils prenaient sur les projets de développement, puisque les projets de développement, les constructions de bases militaires américaines, les constructions de routes, devaient payer 10, 20, 25% aux talibans pour pouvoir être faites, et c'était ça la première source de financement des talibans jusqu'en 2014. À partir de 2014, alors premièrement, la source occidentale se tarit, donc les Occidentaux cessent de financer les talibans, ironiquement, enfin, malgré eux-mêmes, mais bon, c'était quand même institutionnalisé comme système. Et par contre, les talibans s'emparent des laboratoires de transformation, et là, depuis 2014, le rôle de la drogue en tant que financement a beaucoup augmenté. Pour autant, à aucun moment on a vu, par exemple, d'enrichissement de cadres talibans, ce qui dit bien, on n'a pas des cadres talibans richissimes qui sont en train de se balader avec des 4x4 dans les rues de Quetta ou de Peshawar. On a bien, à l'inverse, l'usage d'une ressource illégale pour financer une lutte armée et un projet idéologique.
Alors, la question n'est pas est-ce que le droit islamique que les talibans exercent est légitime du point de vue du reste du monde musulman ou du monde musulman dans son ensemble. La question c'est est-ce que les gens qui étaient pris dans le conflit localement le reconnaissaient comme un droit ou pas. Et la réponse est ils le reconnaissaient plus comme un droit que celui du régime. Vous voyez, ce que je suis en train de dire moi, c'est pas est-ce que les talibans sont de bons juges. Je suis pas en train de dire est-ce que le droit islamique qu'ils ont mis en place est un vrai droit islamique ou un faux droit islamique. C'est pas à moi de juger de ces choses-là. De manière générale, je ne suis ni spécialiste du droit islamique, ni de mon côté savant sur ces questions-là. Ce que je dis, c'est que les interlocuteurs que j'ai en face de moi, et c'est vachement important, regardaient ces gens-là comme des juges, regardaient leurs paroles comme des verdicts, regardaient les documents qu'ils émettaient comme des jugements. Alors, l'idée que la guerre d'Afghanistan serait uniquement liée à des intérêts étrangers, non, c'est pas possible de dire ça, c'est pas vrai. C'est vrai que des intérêts étrangers ont joué un rôle dans la guerre d'Afghanistan, c'est indéniable. Mais en même temps, la guerre d'Afghanistan, sur ces 43 ans, elle est une lutte entre des groupes sociaux. C'est une vraie lutte entre des groupes sociaux. Je veux dire, il y a eu une vraie lutte entre des milieux éduqués et urbains qui ont eu un vrai projet de transformation de l'Afghanistan. C'est bien, ça va me permettre un moment de faire la transition. Qui ont eu un vrai projet de transformation de la société, qui ont perdu la guerre avec la victoire des Moudjahidines et la défaite de l'Union soviétique, qui sont un groupe qui se constitue bien avant la guerre. Le développement d'un courant modernisateur qui se tourne vers l'Occident, c'est les années en Afghanistan, c'est au moins les années 20. 1920. C'est au moins 1920, autour d'un roi qui est très centré vers l'Occident, qui est Aminullah Khan, qui aboutit d'ailleurs à sa chute dans une révolte, dans une réaction fondamentaliste. Et donc, il y a une lutte quelque part en Afghanistan, au moins depuis un siècle, entre deux groupes sociaux pour aller un peu vite. Un groupe qui a un projet modernisateur et un groupe qui a un projet de construction de la vie sociale autour du religieux, autour d'une interprétation littéraliste, autour de l'idée que c'est le droit islamique, la charia, qui doit réguler les comportements sociaux. Et l'intervention américaine, quelque part, elle a ouvert de manière inopinée à ces courants modernisateurs la possibilité de jouer un deuxième acte après la victoire des talibans, puisque les talibans en 2001 étaient au bord de contrôler tout le pays, à part le Panjshir, ils contrôlaient tout. Ce que je veux dire, c'est qu'on a fait une tribune avec Gilles de Roncero dans Libération, on essaye de le dire, si on veut prendre de la distance par rapport au conflit tel qu'il se passe maintenant, il faut le comparer, il faut comparer ce problème-là, à l'Espagne franquiste. Il y a aujourd'hui, dans la tragédie afghane, parce qu'il y a une dimension absolument tragique, on se retrouve maintenant avec une situation où il y a tout un courant, toute une partie du pays qui avait un projet radicalement incompatible avec ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui, qui n'ont pas d'avenir dans le pays, qui donc en partent, doivent en partir, et d'ailleurs doivent être accueillis parce qu'on a une responsabilité dans le fait qu'ils n'ont plus de... Je veux dire, la trahison occidentale de ces courants modernistes, elle est quand même patente. On les aura brandis en avant le fait qu'il faut libérer, émanciper les femmes afghanes, et puis ensuite, à part faire des discours sur le fait que il faut sauver les femmes afghanes et les mettre dans des avions, on n'a pas eu de problème à trahir ou à être absolument incohérent en permanence avec les idéaux qu'on prétendait mettre en avant. Donc ce que je veux dire très simplement, c'est qu'il y a une lutte entre groupes sociaux en Afghanistan et il y a un groupe social qui a perdu. Et donc il y a des choses, bien sûr, il y a les nombreuses interventions, comme toutes les guerres civiles de toute façon sont des moments, c'est des puits à intérêt étranger. Dès lors que vous avez un conflit armé qui commence quelque part, le Mali c'est pareil, la Syrie c'est pareil, on pourrait faire la liste, la Colombie c'était pareil. Toutes les guerres civiles sont des puits à intérêt étranger, mais c'est aussi des luttes entre groupes sociaux. Et il ne faut pas enlever le fait qu'il y a eu deux vrais projets révolutionnaires en Afghanistan qui s'affrontaient, un projet révolutionnaire modernisateur et un projet révolutionnaire basé sur l'application du droit islamique. La description, je comprends votre gêne, et d'ailleurs d'un point de vue peut-être juridique vous avez raison, parce qu'effectivement le gouvernement afghan a bien fait appel à l'Union soviétique. Néanmoins, la description que vous faites est un peu partielle, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que le régime entre 78 et 79 est un des moments les plus répressifs de l'histoire de l'Afghanistan. La prison de Poulet Shalhi n'a jamais été aussi pleine que lorsque les communistes prennent le pouvoir. Leurs premiers actes sont une série de massacres. Dans la ville de Kaboul, l'élimination de l'ensemble de la famille royale, c'est quand même 130 personnes, l'élimination de l'ensemble de la famille des deux pires, les pires c'est des leaders religieux, et surtout l'effondrement de ce régime qui était complètement hors sol. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, le gouvernement afghan a bien fait appel aux troupes soviétiques, et donc
pouvait refuser la notion d'invasion soviétique, mais ce régime s'effondrait et l'ensemble de l'action de l'Union soviétique, qui a été, on pourrait en parler aussi, bien plus cohérente que celle des Occidentaux, n'a pas suffi à permettre à ce régime d'avoir une légitimité. Dès 86, il y a une constitution islamique en Afghanistan dans le régime communiste, parce que justement, les soviétiques ont décrédibilisé le mouvement modernisateur en Afghanistan de manière durable. Je ne sais pas, c'est très compliqué de répondre à cette question-là, parce que fondamentalement, enfin, il y avait une féministe afghane qui disait, je trouve très bien, les femmes afghanes ont eu 3 ennemis ces 20 dernières années, les talibans, l'armée américaine et le gouvernement de Kaboul. C'est une manière tragique de le dire, mais je veux dire, la manière dont les questions de genre a été instrumentalisées en Afghanistan, d'ailleurs dès le régime communiste, hein, parce que alors si les femmes ont été quelque part dans la guerre, c'est en tant qu'enjeu et en tant qu'instrument. J'y dévoue une partie. Quand on fait la liste de la manière dont les différents acteurs ont instrumentalisé la question du genre et en ont fait quelque chose qui était fondamentalement une vitrine, eh bien le contraste est énorme par rapport aux véritables volontés, aux véritables politiques qui ont été menées. Hein. Et la condition des femmes dans les villes afghanes était déjà pas très bonne dans les 20 dernières années. Elle empire. Elle va empirer avec les talibans, soyons clairs, en particulier dans les villes. Dans les campagnes, elle empire pas. Il y avait un excellent journaliste américain qui a écrit dans New Yorker un article en disant les autres femmes afghanes, parce qu'on parle toujours des femmes dans les villes, mais on a oublié de parler des autres femmes afghanes qui, dans les années 2000, subissaient les bombardements, la guerre, les exactions des chefs de guerre, et qui, elles, si on leur parle, alors à nouveau, j'ai un truc qu'il faut que je précise qui est important, dans les 80% du pays non chiite, parce que s'il y a un endroit où les talibans ont 0 implantation, c'est évidemment dans le centre du pays Hazara, et chiites surtout, parce qu'il y a des talibans Hazara, mais uniquement sunnites et dans le nord du pays, et dans les zones chiites pas du tout, parce que les talibans sont dans une logique confessionnelle de rétablir une forme de domination des sunnites sur les chiites. Donc les chiites ont leur place dans la société tant qu'ils sont en bas, tant qu'ils sont subordonnés, voilà. C'est pas l'État islamique qui est génocidaire sur les chiites, il l'est réellement. C'est juste c'est un mouvement qui est dans une volonté de domination et que les chiites, ils ont le droit d'avoir une vie privée, mais ils n'ont pas de place dans la vie politique et dans les institutions en tant que groupe social, quoi. Mais je me suis perdu en disant ça. Les autres femmes afghanes, enfin, il y a toute une partie des femmes dans les zones rurales pour qui l'arrivée des talibans a été signe de fin des combats, de fin des exactions, et donc pour elles, paradoxalement, la situation, elle a été pire dans les années 2000, et ça c'est quelque chose, c'était notre engagement vers les femmes afghanes, il est ici, pris dans nos biais à nous, où on est toujours en train de se concentrer sur les femmes qui parlent très bien anglais, sur ces femmes éduquées qui ont déjà eu des vies tragiques dans les années 90 et qui là vivent une situation absolument atroce, mais on oublie les autres millions de femmes. Il y a des millions de femmes urbaines et au moins des centaines de milliers de femmes très éduquées, ou peut-être même des millions de femmes très éduquées qui se retrouvent dans une situation tragique. Mais il y a eu des millions de femmes qui étaient dans une situation tragique pendant l'intervention et il y avait personne pour parler. Enfin, il y avait des gens, mais peu de gens, disons, pour parler de la situation tragique de ces femmes-là. S'il y a une chose qu'on peut dire sur l'Afghanistan, c'est que les femmes ont été l'enjeu de tout le monde, mais les préoccupations de pas grand monde en réalité. Merci. Donc, on va prendre 3 interventions au premier étage. Bonjour, merci beaucoup pour la conférence. Vous avez évoqué assez brièvement la question de l'identité et des différentes ethnies d'Afghanistan. Je me souviens que certains analystes américains proposaient de démembrer l'Afghanistan pour donner des Tadjiks au Tadjikistan, les Ouzbékistan et ainsi de suite. Comment les Afghans qui ne sont pas chauds se vivent? Est-ce qu'ils ont une volonté d'être attachés à leur pays respectif, si on peut dire ça comme ça? Comment, finalement, quel rôle jouent les ethnies dans le pays? Qui souhaite? Alors, sur la place de l'ethnicité, alors premièrement, et c'est toujours intéressant de voir à quel point les choses se reproduisent de manière assez récurrente. Les projets de démembrement des pays en guerre civile, c'est récurrent.
Et l'Afghanistan a eu son droit, donc ce à quoi vous faites référence, c'est le rapport Blackstone, du nom de l'ambassadeur qui le propose, qui propose plus exactement de diviser le pays entre le sud, qui serait nécessairement talibanisé, et le nord. Ce qui est intéressant d'ailleurs à noter, c'est qu'il le propose en disant que le sud est talibanisé et le nord ne l'est pas, au moment où le nord est en pleine explosion de l'insurrection talibane. On est toujours ici dans l'incapacité des Américains de reconnaître la pénétration talibane, ce qui promet quelque chose de très simple. C'est bien de parler aussi de temps en temps de nos outils d'analyse. Vous voyez ces cartes de couleurs qu'on fait toujours dans les pays en guerre, on adore faire ça, de qui contrôle quoi. Alors on met rouge, orange, vert, en général le méchant est en rouge, le gentil est en vert, voilà, c'est la logique à peu près. En Afghanistan, cette carte-là, elle était particulièrement fausse pour une raison très simple, c'est que le problème c'est comment vous allez dire qu'il y a du contrôle taliban ou qu'il y a du contrôle gouvernemental. Et ce qu'on prenait, c'est quelque chose qui était facilement mesurable, donc une métrique, comme on dit en anglais, une statistique, et c'était le nombre d'attaques sur les troupes de l'OTAN. Et c'était une carte qui était toujours erronée pour une raison très simple, c'est que le moment où les talibans attaquaient l'OTAN, c'est le moment où ils avaient pris le contrôle d'un district. Et donc on considérait qu'un district était contesté du côté des forces de la coalition, quand il était en fait déjà dans les mains des talibans. En réalité, si on avait pris typiquement le système judiciaire, je prêchais pour le travail que j'ai fait, mais le système judiciaire est un très bon indicateur du contrôle taliban, et bien en fait il y a en général 2, 3, voire 4 ans d'écart entre le moment où les talibans prennent le contrôle d'un district et le moment où l'OTAN se rend compte que le district est en fait sous contrôle taliban. Et donc le rapport arrive à un moment complètement délirant, parce qu'en fait le nord, c'est au contraire dans le nord que l'insurrection talibane progresse le plus vite. Mais l'idée de ce rapport était que donc si on divisait les Pashtuns du reste de la population, on aurait une zone talibane et une zone non talibane. Alors au contraire, il y a une chose qui a été très peu en doute, voire jamais en doute dans le conflit afghan, c'est la reconnaissance d'une unité nationale. C'est même fascinant, parce qu'en réalité, l'Afghanistan, historiquement, est un pays qui n'a pas de construction de ses frontières à partir d'une logique ethno-nationale. Au contraire, les frontières de l'Afghanistan, elles découlent d'une logique très simple: descente de l'Empire russe au 19e, montée de l'Empire britannique des Indes, risque de guerre entre les deux pays, on fait un deal, on crée un État tampon. L'Afghanistan, c'est un État tampon entre l'Empire russe et l'Empire britannique finançant le roi d'Afghanistan, Abdulrahman Khan, pour que les gens à la frontière du Raj colonial britannique indien arrêtent d'attaquer l'autre côté de la frontière. Et donc on finance grosso modo le roi, comme ça il pacifie. C'est comme ça, quelque part, que l'État commence sa construction autour de ce financement colonial. Mais pour autant, le fait que cet État est une construction artificielle du 19e siècle n'a pas empêché que ça a produit une très forte logique nationale. Au contraire, j'ai entendu, il n'y a pas de projet séparatiste, il y a des projets fédéralistes qui luttent avec des projets centralisateurs, et notamment par exemple la revendication de beaucoup de minorités en Afghanistan, c'est une forme de fédéralisme qui permettrait aux différentes minorités d'avoir un gouvernement local qui correspondrait plus à leur désir que l'habituel gouvernement largement dominé par des figures pashtunes. Parce que même le gouvernement mis en place à Kaboul était tadjiko-pashtun, mais typiquement les Hazaras avaient des places assez minoritaires. Une ascension sociale comme les Hazaras n'en avaient jamais vécu historiquement néanmoins, mais des positions, jamais dans les positions de pouvoir. Vous voyez, on a fini par découvrir qu'il y avait une logique pour éviter le trop grand nombre de hauts fonctionnaires Hazaras dans le gouvernement. Et donc l'ethnicité a joué un rôle dans différentes mobilisations. Elle a beaucoup joué un rôle du côté du gouvernement, parce que les Occidentaux et progressivement le gouvernement ont eu une stratégie d'ethnicisation. La mise en place de milices dès les premières années, mais encore plus au fur et à mesure où les Américains annoncent leur retrait, c'est une stratégie de mobilisation ethnique. C'est une stratégie de mobilisation tribale. Ça va échouer, ce qui montre bien d'ailleurs la faible prégnance des logiques ethniques et tribales, qui n'est pas très étonnante quand on lit les travaux des anthropologues dans les années 70, qui montrent bien que l'ethnicité en Afghanistan, comme dans beaucoup de cas d'ailleurs, elle est très très relative. On va se définir comme Hazara dans un cas, comme chiite dans l'autre, comme de Bamiyan dans un troisième cas. Dans certains cas, on va se définir comme Tadjik ou Farsiwan, alors même que je veux dire, les ethnicités vont se modifier. On va appeler toute personne qui parle persan à Kaboul quelqu'un de Tadjik. Et donc quelqu'un qui aurait pu avoir une antécédence Hazara qui vit à Kaboul dans les années 60-70 va devenir un Tadjik par le fait qu'il est sunnite et qu'il parle persan. Vous voyez, c'est des définitions ethniques qui sont quand même assez fluides et assez molles. Là où ça a joué un rôle, c'est fondamentalement dans le fait que le fait de maintenir cette illusion chez les talibans de nous ne sommes pas les représentants des Pashtuns, nous sommes les représentants de la nation, ce discours. Ce discours a permis aux talibans de se mettre en opposition aux acteurs gouvernementaux qui localement jouaient la mobilisation ethnique.
C'est dans ce sens-là qu'elle a joué. À l'inverse, les projets de scission ont toujours été minoritaires en Afghanistan et des fantasmes de l'extérieur, mais qu'on retrouve. La Syrie, c'était pareil. Hein. On a eu un moment le projet de scission. La violence des talibans, elle est très articulée à une vision de la société et à une vision de la. Vous voyez, si on écoute les dirigeants talibans et les juges talibans parler, ils ont une explication de la guerre qui n'est pas du tout une explication en termes d'intérêt géopolitique ou de groupes sociaux en lutte. Vous voyez, une explication basiquement marxiste, d'intérêt de groupe, quoi. Ils ont une explication complètement moraliste et individualiste. C'est-à-dire, vous lisez les discours de Mollah Omar, il en faisait 2 par an, comme une horloge aux 2 grandes fêtes musulmanes. Et à chacune de ces occurrences, il rappelait que ce qui explique l'arrivée des États-Unis, ce qui a expliqué l'arrivée des Soviétiques, c'est le manque de droiture morale des Afghans, de certains Afghans, de gens qui ont des comportements dissolus, d'où l'importance de remettre les gens dans le droit chemin. Et vous comprenez aussi l'insistance pour les talibans sur les questions de morale publique, sur les questions de mœurs et la violence de la répression qu'ils exercent sur toutes les logiques de déviance vis-à-vis des questions de mœurs. Hein. Le discours des juges talibans dans les contextes de lapidation, par exemple, sont fascinants de politisation de la chose. Si on laisse cet adultère passer, alors toutes les femmes feront de l'adultère, et 2, si on laisse cet adultère passer, la société va s'effondrer. Vous voyez, on passe extrêmement vite d'une question familiale, d'une question de mœurs, à un problème politique national qui risquerait l'effondrement de la communauté nationale, locale, voire nationale. En même temps, les talibans sont aujourd'hui dans une logique, dans une stratégie, disons, de normalisation. Et elle est très claire, elle est très explicite. Hein. Leur demande à eux, c'est d'être reconnus comme État. Ils le font, mais ça ramène à quelque chose qu'ils avaient déjà dans les années 90. Hein. Le rêve des talibans, c'est le siège des Nations Unies. Ils sont extraordinairement modernistes et étatistes sur cette question-là. Hein. Ils rêvent du siège des Nations Unies. Ils veulent avoir la représentation à l'OMS. Ils veulent la représentation à l'autorité internationale de l'aviation. Ils veulent les ambassades dans les pays, dans tous les pays. Ils veulent être l'État et avoir cette sécurité relative. Toujours un peu relative, mais elle existe quand même, qu'est l'État. Et donc ils sont plutôt dans une stratégie ils ont un discours par exemple où ils disent nous respectons les conventions sur les questions de genre des Nations Unies. Alors, on est bien d'accord, hein, la pratique et le discours. Mais il y a un vrai discours on respecte les obligations internationales, on va respecter les obligations internationales sur les questions patrimoniales, avec d'ailleurs une stratégie de mise en cohérence qui fait sens à leurs yeux. Ils n'ont pas fermé l'accès des femmes aux universités, ils ont séparé les classes en 2. Bon, même si en pratique le problème, et ils exigent que les femmes aient des professeurs femmes ou des hommes âgés, parce que sinon des jeunes hommes provoqueraient des situations de mœurs, de déviance en termes de mœurs. Sauf qu'en pratique, il n'y a pas assez de profs femmes et pas assez de profs âgés pour permettre de garder le même niveau de femmes à l'université. Mais bon, ça, c'est pas leur problème. Eux, ils ont proposé une règle qui, de leur point de vue, permet l'accès, en théorie, aux universités. Vous voyez, ils sont dans une logique de normalisation tout en étant très cohérents de leur point de vue sur des questions idéologiques. Ils n'ont pas hésité à remplacer le ministère des femmes en Afghanistan par le ministère de la promotion de la vertu et de la punition du vice. Mais à chaque fois, je l'ai dit dans l'autre sens, donc ça sonne toujours un peu bizarrement. À l'échelle des mondes musulmans, c'est compliqué, ça a une importance essentielle, parce que, vous voyez, au Mali, par exemple, Yadar Ali a célébré la victoire des talibans, tandis que les gens du MNLA, comme le rappelait une collègue qui travaille sur la question, mettent en avant la révolte dans le Panchir. L'Afghanistan a toujours été le réceptacle de préoccupations à la fois internes et globales dans le reste du monde musulman. Donc oui, ça a une importance énorme parce que l'humiliation américaine et puis surtout le lâchage, la preuve que les Américains ont un rapport à leurs alliés qui peut être dilettant, on va le dire de manière bien euphémisée, c'est quelque chose qui a été entendu, bon, que certains savaient déjà, mais qui va être entendu d'un côté. De l'autre, la victoire, ce qui se passait du côté des talibans, ça a toujours été quelque chose qui était observé par d'autres mouvements islamistes. Et donc, ce qui va se passer dans les années à venir, c'est une question pour beaucoup de mouvements islamistes. Est-ce que les talibans seront mis au banc ou est-ce qu'ils seront considérés comme un interlocuteur? C'est une vraie question qui intéresse beaucoup de mouvements islamistes dans le reste du monde, parce que ça pose toujours la même question. Est-ce qu'un mouvement islamiste qui s'impose par les armes ou par les urnes
peut-il être accepté par la communauté internationale? On en est toujours à cette question. L'Égypte a montré que l'élection d'un mouvement islamiste se traduit par l'acceptation d'un coup d'État. Bon, la question que posent les talibans, c'est est-ce que la victoire par les armes et le fait que personne ne puisse prendre le pouvoir sur les talibans sont un fait. Enfin, je veux dire, le fait qu'ils sont au pouvoir, il n'y a pas aujourd'hui de force politique capable de s'opposer à eux. Est-ce que ça va se traduire par leur mise au banc ou par le fait qu'à un moment, sous des modalités diverses d'engagement, de pression, de tout ce que vous voulez, il y aura une forme d'engagement avec eux? Alors l'État islamique, c'est extrêmement important parce que ça a fondamentalement été les seuls vrais concurrents aux talibans. Vrais concurrents parce que l'État islamique parle à un public auquel les talibans ne parlent pas, les gens dans les villes, pour qui les talibans sont des pecnos ruraux. Je le dis un peu brutalement, mais il y a cette vision dans les villes, et c'est un des défis des talibans, hein, parce que maintenant, gouverner les villes, ça va pas être comme les campagnes, et dans les villes, les mollahs venus des différents villages d'Afghanistan, ils sont pas regardés comme des grandes autorités justement juridiques et politiques. Ils sont pas dans la situation où ils étaient dans les campagnes, où ils avaient une forme d'ancrage. Hein. Au contraire, dans les villes, ils ont un vrai défi. À l'inverse, l'État islamique, lui, par le fait de répondre à des envies d'engagement global chez les Afghans, à des intérêts vers les transformations dans le reste du monde, l'État islamique, par exemple, était extraordinairement populaire dans la faculté de théologie de l'université de Kaboul. Hein. L'État islamique attirait d'un côté certains combattants talibans qui trouvaient que la direction était trop molle, pour le dire rapidement, mais aussi beaucoup d'urbains pour qui les dernières prédications qui les intéressaient, eh ben, c'était des prédications du genre businessman pakistanais qui met sur la table toutes les questions de la sexualité jusqu'au politique et qui n'a pas le côté puritain et un peu vieux jeu, disons, des talibans, quoi, sur le côté religieux. Parce que les talibans, à cet égard-là, ont un côté extraordinairement vieux jeu. Ils sont très dans la jurisprudence hanafite, ils ont un côté juriste qui lit des bouquins de droit et qui lit les bouquins de jurisprudence, ils citent des bouquins de jurisprudence assez classiques. L'État islamique, à l'inverse, moi j'avais rencontré plein de gens à Kaboul qui me disaient les oulémas de l'État islamique, ils sont meilleurs que les oulémas de côté taliban. Donc, l'État islamique a toujours une emprise en Afghanistan, il a un potentiel de croissance. À l'inverse, les talibans ont été très très clairs hein, sur leur... De toute façon, l'État islamique et les talibans se sont toujours affrontés de manière assez brutale, d'abord dans leurs publications respectives, et ensuite sur le terrain à partir de 2015. Hein, et les talibans sont dans une logique d'élimination de l'État islamique. Ils vont faire tout ce qui est à leur pouvoir pour éliminer l'État islamique, parce qu'il y a une opposition frontale, existentielle, je dirais, entre les deux mouvements. Hein. Il n'y a pas comme il y a avec Al-Qaïda de possible. En fait, alors il y a deux questions différentes. Il y en a une qui est fondamentalement très simple. Les juges talibans partagent l'idéologie de la direction talibane. Hein. Ils viennent tout simplement du même creuset. C'est-à-dire que les dirigeants talibans viennent c'est surtout un effet de génération. Ils viennent de ces mêmes écoles, ils ont les mêmes cours quelque part. Et donc, ils partagent, par exemple, l'idéologie extraordinairement patriarcale du mouvement taliban. Ben, on la retrouve autant dans la direction. Hein, si vous lisez l'entretien du nouveau ministre des Sports taliban qui s'insurge qu'on lui pose des questions sur les femmes, ou moi, les discussions que j'avais avec des juges, bon, il y a une cohérence très claire là, il n'y a pas du tout de tension au sein du mouvement taliban en termes idéologiques, c'est au contraire un mouvement qui est assez cohérent, c'est même un mouvement qui est impressionnant de cohérence par rapport aux autres mouvements armés, où j'ai vu beaucoup plus de tensions internes, il n'y a pas eu plus que des tensions sur des positions de ci, de là, on n'a jamais vu de vraie scission au sein du mouvement. L'indépendance des juges, à l'inverse, elle est très faible. Elle a toujours été très faible, c'est-à-dire qu'elle était très sur le plan politique, parce que c'est ça dont on parle quand on dit ça. Je veux dire par là que je vous donne un exemple d'un cas que j'ai un peu suivi dans un village de l'Est de l'Afghanistan où il y a eu un conflit sur des terres communales entre deux villages. Le problème, c'est que, quelle que soit la décision que les juges talibans prenaient, ils antagonisaient l'autre village. Bon, ils ont interrompu la décision. C'est une décision politique, ça c'est pas une décision juridique. Et de manière récurrente, dans le contexte de la guerre déjà, les juges talibans prenaient des décisions, ou plus exactement appliquaient en décidant ou en ne décidant pas, des décisions qui étaient politiques. Donc l'indépendance des juges talibans, elle est très relative sur le plan politique. Elle n'empêche pas le fait qu'ils soient impartiaux sur les conflits, sur les litiges et les disputes. Ce qui les a légitimés, c'est pas leur indépendance politique. Personne n'a jamais considéré que les juges talibans étaient des juges qui n'étaient pas talibans. Ils ont toujours considéré les juges talibans comme des juges membres du mouvement armé. Le fait qu'on donne une reconnaissance à la décision juridique,
elle n'a rien à voir avec le fait qu'on considère que ce sont des juges indépendants du pouvoir ou de cette insurrection, elle a à voir avec le fait qu'ils exerçaient des jugements dont la dimension procédurale, dont la neutralité du juge vis-à-vis des deux parties était reconnue. C'est ça que les talibans ont réussi à faire. Ce qu'ils ont réussi à faire, et c'est si vous voulez, si je devais transformer à l'américaine, comme on fait dans les facs américaines, mon livre en recommandation politique à un mouvement armé, ce serait de dire faites de l'institution, les gars, mais faites-la vraiment, parce que c'est ça qu'ont fait les talibans. Ils ont fondamentalement fait de l'institution hyper weberienne, hyper classique, où le juge arrive comme une autorité extérieure, comme un tiers dans le litige, que ce tiers soit ensuite un militant. Je pose la question dans mon livre de manière très claire. Hein. La question que pose mon livre, c'est comment un juge taliban, qui est autant taliban que juge, est reconnu comme juge, alors même qu'il est taliban. Quoi. Bien, ben, écoutez, on arrive à la fin, donc on va applaudir Adam pour son intervention. Vous pouvez le retrouver là-haut, je pense que tu acceptes de...